Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant quelques tendances de l'art, quelques expositions. Donc, vous avez été commissaire, co-commissaire, comme par exemple, il y en a eu au début des années 90, une qui était dédiée à l'art minimal, notamment au travers d'une collection. Et ma question, c'est plus sur l'art minimal. Comment vous l'avez reçu? Comment vous avez reçu cette vague? Moi, je m'en souviens, hein, elle m'a particulièrement marqué, venant notamment surtout des États-Unis. Et j'ai vu ici, c'est une tendance qui a été bien défendue par le Musée d'Art moderne. Hein. Comment vous la voyez aujourd'hui, cette tendance? Alors aujourd'hui, effectivement, l'art minimal a un peu disparu des radars. En tout cas, on en voit moins dans les collections et dans les expositions. Mais dans les années 90, c'était fondamental de le montrer. Et c'était absolument nouveau d'avoir consacré les 3 étages du musée. À l'époque, on avait enlevé les collections pour montrer la collection Panza di Biomo, collectionneur italien qui possédait énormément d'œuvres, dont il a fait don à des musées américains, mais même pas au musée d'art moderne, bien qu'on nous lui ait consacré une grande exposition où on montrait les artistes américains les plus importants. Alors pour moi, l'art minimal, moi je sortais de l'université, c'était quelque chose que j'avais pu étudier, mais j'avais eu peu d'occasion, puisque je n'avais pas encore voyagé, de rencontrer vraiment des œuvres in situ ou presque, parce qu'elles étaient vraiment, ce sont des installations très souvent importantes dans lesquelles on pouvait même évoluer. Je pense au corridor de Bruce Nauman, je pense aux installations de Dan Flavin par exemple, avec les néons. Il y avait des salles entières de néons, c'était quand même remarquable. Et on avait déployé vraiment toute l'énergie du musée pour accueillir ces œuvres au mieux, et c'était un effort colossal. On avait même des problèmes de poids parce que le sol ne pouvait pas supporter autant de poids au mètre carré, par exemple. Donc voilà, Je ne sais c'était pas s'il y avait important. des Richard Serra, Oui, notamment, Serra oui, et qui pèsent un petit peu. voilà. Alors, et puis il y a des expositions avec, là je pense, je prends une collective, hein, beaucoup plus récente, 2009, avec un thème qui est très fort, hein, sur lequel vous avez, je crois, aussi travaillé, Deadline. Là, c'est carrément sur l'œuvre testament, quoi. C'est ça, hein. Oui, c'était l'idée de montrer une quinzaine d'artistes qui étaient morts depuis moins de 20 ans, donc entre 1989 et 2009, et qui avaient, dans leurs dernières œuvres, manifesté le fait qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Soit ils avaient une maladie, soit ils avaient conscience que c'était la fin. Et donc, dans leur travail, chacun à leur manière avait signifié de manière vraiment visible cette question de la mort, cette question de la peur parfois pour certains, ou au contraire de la frénésie, de l'envie voilà, de changer de style pour d'autres encore. Et c'était une exposition un peu, oui peut-être testament, mais aussi qui finalement manifestait une appétence pour la vie, parce que continuer à travailler alors qu'on sait qu'on est condamné et donner pour certains une énergie folle dans le travail alors que la maladie gagne, c'était remarquablement différent, et on a eu beaucoup de réactions. Alors la presse ne soutenait pas tellement ce projet au départ, en disant mais on ne peut pas parler de la mort comme ça. Et en fait, c'est plutôt les visiteurs qui nous ont encouragés dans leurs témoignages personnels, en disant que pour eux, c'était extrêmement réconfortant de visiter une exposition qui parlait de cette manière de la mort. Et c'était inattendu comme réaction. Ce qui sous-entend un vrai travail de recherche, on pourrait presque dire d'enquête, empruntant Oui, à certains historiens d'art qui se positionnent quasiment aussi comme des enquêteurs. tout à fait. Alors, je prends une autre, j'en ai sélectionné quelques-unes, hein, j'en prends une autre entre-temps. Alors, c'est une exposition sur laquelle vous avez travaillé qui n'a pas eu lieu ici, mais hors les murs, hein, il y en a Oui, quelques-unes qui sont produites ici pour d'autres institutions. Celle-là elle est importante parce que c'est sur je crois que c'est sur une vingtaine d'années, je crois, de 94 à 2014. Et ça s'appelle Entre-temps. Et là, c'est vraiment sur une période très particulière de ces artistes émergents, vidéo notamment, tout à français, fait. que vous avez soutenus. Hein. Alors, c'est des artistes qu'on avait déjà beaucoup montrés dans des expositions collectives ou individuelles au musée, dont on a fait des acquisitions. Et l'exposition Entre-temps, l'artiste narrateur, effectivement, s'est produite dans plusieurs villes à l'étranger, au Brésil, en Chine, en Russie, et avait pour objet, à travers les œuvres, de parler de la manière dont les artistes s'étaient appropriés
les artistes qui travaillaient la vidéo s'étaient approprié la notion d'exposition, la notion aussi du temps, de l'espace-temps, et avaient renouvelé complètement ce rapport justement au déploiement d'une œuvre dans l'espace. Et bien sûr, les artistes les plus importants, c'est Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foster, mais aussi Douglas Gordon et d'autres. Il y avait aussi Christian Boltanski dans cet ensemble, Julien Discrit, enfin un certain Ange Leccia aussi. Et c'était une exposition qui a beaucoup plu à l'étranger parce que c'était vraiment une manière de parler principalement des artistes vivants en France, qui étaient aussi une génération. C'était l'esthétique relationnelle en partie qui était traduite à travers cette exposition, l'esthétique relationnelle étant un courant que Nicolas Bourriaud avait défini à ce moment-là. Oui, notamment l'esthétique relationnelle, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Et alors pour dire aussi, j'ai pris aussi des cas de figure assez différents. Et quand vous dites tout à l'heure que évidemment vous vous ancrez dans l'ère du temps, aussi avec un désir, j'imagine, de documenter ce qui se passe aujourd'hui. Il y a The Power of My Hands. Là, c'est une exposition très récente avec des artistes femmes et d'Afrique. Je crois qu'il y avait même un S à Afrique pour dire aussi oui. l'Afrique, c'est grand et il y a pays. des Afriques, hein, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. En fait, c'était dans le cadre de la saison Africa 2020 qui a été lancée l'année dernière. Enfin, ça aurait dû avoir lieu en 2020 et finalement, ça a été décalé en raison de la pandémie. C'était un projet sur tout le territoire français et qui invitait à travailler pour les institutions, mais aussi, pas que les musées, hein, les théâtres, les lieux de production d'art vivant, à travailler sur et avec des artistes africains, mais toujours dans une collaboration. Donc moi, j'ai travaillé avec un co-commissaire qui s'appelle Susanna Sousa, qui est basée en Angola. Et on a conçu une exposition, justement, dès le départ, on ne se connaissait pas. On a commencé à correspondre d'abord par mail, puis en se téléphonant. Et en fait, elle n'est venue qu'une journée à Paris. Elle a vu les espaces une fois. Elle n'a même pas vu l'exposition parce qu'on était en pleine impossibilité de se déplacer. Et tout le travail s'est fait à distance. On a choisi d'inviter 16 artistes femmes du continent africain et de la diaspora, mais venant de pays anglophones et lusophones, en se disant que c'était intéressant de faire connaître des artistes qu'on ne voit pas si souvent à Paris. On connaît davantage les pays francophones parce qu'on a eu des liens, soit par la colonisation, soit par l'histoire, qui font que c'est déjà des territoires artistiques explorés. Alors, ce qui était intéressant, évidemment, c'était de s'interroger sur la place des femmes dans ces pays, mais aussi comment elles traitent des questions de société à travers leurs œuvres et comment elles s'emparent d'une certaine forme de pouvoir à travers leurs œuvres et comment elles sollicitent et elles vont se manifester, j'allais dire même dans l'espace public, pour interroger le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir peut-être plus global dans l'espace, et comment ces travaux artistiques ont une puissance et une force de persuasion, de rébellion et de manifestation. Alors, on va évoquer aussi quelques expositions monographiques. Et quand j'ai vu Piero Manzoni, vous avez travaillé sur l'exposition oui. Manzoni qui a un peu changé ma vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, où à l'entrée, me semble-t-il, il y avait ce cube imposant. Et sortant des Beaux-Arts, je me suis posé la question de ce qu'était, peut-être même j'y étais encore, qu'est-ce que c'était que ce cube? Il y a des moments, quand vous évoquiez tout à l'heure, vous sortiez de l'université, et même si on a un peu travaillé sur des formes, quand on les découvre en face, ça change un petit peu les choses. Et j'ai tourné la tête et j'ai lu, en effet, c'était marqué le socle du monde. Et je me suis rendu compte que si c'était le socle du monde, ben, nous étions finalement partie de la sculpture et que le monde était sculpture ou que la sculpture était monde. Donc, je voulais évoquer un petit peu cette exposition. Vous me disiez tout à l'heure, je n'aurais pas forcément pensé à cette œuvre-là de Manzoni. Non, c'est vrai que c'était une œuvre symbolique, mais que le travail était surtout de présenter les achromes, de présenter l'histoire de cet artiste qui a eu une carrière assez courte finalement, de montrer aussi son humour, avec ses boîtes qu'il appelait merda d'artista et qui était vraiment voilà, une façon à l'italienne peut-être de traiter la question du ready-made et en tout cas
de l'objet qui n'est pas ce qu'il semble être. Et c'était un artiste... Du marché d'ailleurs aussi. Hein. Bien sûr, complètement. Oui. Et puis les lignes, les très longues lignes qu'il traçait, qui étaient enroulées, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui étaient à la fois liés à l'histoire de l'art et qui en même temps la dépassaient et la transcendaient complètement. C'était une des premières collaborations que je faisais avec le musée, donc j'avais assez peu d'expérience et que j'avais vraiment découvert tous les modes d'appréhension du travail. Et j'avais eu l'occasion, je veux juste dire ça, de travailler avec Germano Celant, qui était un des grands théoricien de l'arte povera en Italie et qui m'avait invité dans ses archives à Gênes, et donc j'avais pu travailler sur Piero Manzoni avec vraiment quelqu'un qu'il avait connu.